мною принято решение по проведению специальной военной операции. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN? Tout le monde a peur. Et voilà, déjà plus de 5 mois que ces images surréalistes tournent en boucle, que ces images dignes d'un jeu vidéo sont bien réelles. Après avoir expliqué les origines du conflit, après en avoir discuté avec les Ukrainiennes et les Russes, il est temps de comprendre pourquoi ça ne cesse pas. Comment après 5 mois le conflit peut-il durer? Conflit économique, conflit politique, orgueil personnel. Pourquoi, malgré toutes les tentatives, malgré le temps, malgré les issues, aucun accord n'a été trouvé? Pourquoi la paix semble-t-elle impossible? Bienvenue dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je me suis dit que plutôt que d'expliquer pour la énième fois les prémices de la guerre du Donbass, le mieux ce serait tout simplement de directement s'attaquer aux deux belligérants. Je parle évidemment de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. Pourquoi, au-delà de l'intérêt de leur pays, cette guerre pour eux a un véritable enjeu personnel et surtout en quoi cette guerre met leur propre image en jeu. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant de comprendre la situation des deux personnages avant et justement pendant cette guerre. Je vous propose donc de commencer par Volodymyr Zelensky et on enchaînera juste après avec le portrait de Poutine. C'est parti. Novembre 2013, Kiev, la capitale ukrainienne, est en plein soulèvement pro-européen. Le président à l'époque, Viktor Yanukovych, a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Pour le peuple, il confirme ainsi sa position, celle d'être pro-russe proche de Poutine. Pour le peuple, le président n'est plus qu'une marionnette de Poutine, soumis à la Fédération de Russie. Ainsi, le peuple se soulève avec une révolution sans pareille au sein de la capitale. Pour faire court, cette sorte de révolte dans Kiev conduira à la fuite du président Viktor Yanukovych en hélicoptère en Russie. Pour une grande partie de l'ouest de l'Ukraine, c'est une victoire, celle de la liberté, celle d'une Ukraine pro-européenne, d'une Ukraine proche des États-Unis, proche de l'OTAN. A l'inverse, pour l'Ukraine Est, c'est une tragédie. C'est la victoire des États-Unis. C'est la victoire de la CIA qui aurait comploté pour mettre tout ça en œuvre et exclure Yanukovych et ainsi rapprocher l'Ukraine de l'OTAN des États-Unis. Ce serait la victoire d'une élite du peuple ukrainien qui imposerait un mode de vie pro-occidental à l'ensemble de l'Ukraine, alors que rappelons-le, une grande partie de l'Ukraine est attachée aux racines slaves, aux racines de l'Est, aux racines russes. Au-delà de nos convictions politiques personnelles et de notre pensée, on est bien obligé d'admettre qu'il y a vraiment cette cassure entre les Russes de l'Est et les Russes de l'Ouest, entre le mode de vie pro-occidental et un mode de vie plutôt pro-russe. L'Euromaïdan symbolise principalement pour la jeunesse un message d'espoir, de liberté, d'avenir pour l'Ukraine. Rappelons-le, la situation économique ukrainienne n'est vraiment pas terrible en 2013, elle ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. La suite, on la connaît tous. Cette instabilité politique, cette faiblesse également économique, entraînera la guerre. Sans entrer dans les détails et afin de ne pas se répéter, en 2014, la Russie annexe la Crimée. Des indépendantistes du Donbass et des pro-russes se soulèvent, c'est la guerre civile en Ukraine, dans le Donbass. Si vous voulez comprendre un peu plus en détail les raisons qui font que la Russie arrive en Crimée ou que le Donbass se soulève, je vous invite vraiment à écouter la vidéo où on entend les témoignages des Russes et Ukrainiennes qui en parlent, ou même encore une fois une vidéo qui vous explique en détail les prémices du conflit. Entrons dans le vif du sujet. Volodymyr Zelensky, élu le 21 avril 2019 avec 73% des voix, ce qui est quand même assez énorme, assez important. Il incarne la jeunesse, l'espoir, l'avenir, le mode de vie pro-occidental encore une fois, le rapprochement avec l'Europe, le rapprochement avec les États-Unis, avec l'OTAN. Comme je l'ai dit, il plaît beaucoup parce qu'il est jeune, parce qu'il a de l'ambition et parce qu'il a un bon programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Volodymyr Zelensky, même si beaucoup le savent déjà, était un acteur, un humoriste qui passait beaucoup à la télé. Donc il avait déjà une image, il était déjà assez connu. Il n'était pas fait pour devenir politicien, mais petit à petit, sa série dans laquelle il incarne le président le rapprochera de la politique et fera qu'il se présente en 2019 aux élections présidentielles ukrainiennes. Un président qui est élu avec autant de voix, c'est vraiment un espoir pour l'Ukraine qui est si divisée depuis 2014, comme on l'a dit, la Crimée, Euromaïdan, et puis même cette guerre civile qui dure. La guerre civile du Donbass commence en 2014, on est en 2019, soit 5 ans après. Zelensky est donc élu au moment où la guerre civile dure depuis 5 ans. Le programme de Volodymyr Zelensky a 2 points très importants et c'est ça qui va nous intéresser. 1. Bannir la corruption d'Ukraine. Trop de politiciens corrompus, trop de politiciens détournent les fonds, trop de politiciens magouillent. Zelensky fait la promesse d'éradiquer ça du gouvernement ukrainien.
Une chose qui sera énormément contestée après, car il sera lui-même beaucoup accusé de corruption et de détournement de fonds par ses opposants politiques. Et le deuxième point, sûrement le plus important, c'est évidemment mettre fin à la guerre civile du Donbass. « 5 ans de guerre, 5 ans de tension, 5 ans où les deux côtés se bombardent, où les deux côtés tuent des civils malheureusement. Zelensky promet d'en finir avec cette situation dans le Donbass. C'est une chose qui plaît, c'est une chose qui motive. Il est évident que peu importe le camp des Ukrainiens à cette époque-là, la seule chose qu'on veut c'est la paix, mais pas de la même manière. Une question qui vous vient peut-être en tête, pourquoi l'Ukraine tient tant à défendre son Donbass? Pourquoi le Donbass tient tant à se soulever? Le Donbass, c'est pas n'importe quelle région d'Ukraine. Si on s'intéresse en détail, c'est la région la plus riche au niveau des ressources d'Ukraine. Rappelons-le, l'Ukraine est faible économiquement. Si elle perd sa région la plus riche en ressources, elle s'affaiblit encore plus. Le Donbass comporte énormément de ressources. Une chose qui n'échappe évidemment pas à Vladimir Poutine. On comprend qu'au-delà de contrôler une région, c'est contrôler toute une économie qui est en jeu. C'est une raison qu'on n'évoque pas beaucoup, mais qui est énormément important, je vous l'assure, au niveau des deux puissances, car la Russie comme l'Ukraine cherchent énormément à se développer économiquement. Le contrôle du Donbass, c'est le contrôle d'une grande économie et d'une grande exploitation de ressources. Imaginez donc Volodymyr Zelensky, élu en 2019, avec ce projet justement de sauver l'économie, de sauver la politique ukrainienne, d'en finir avec la guerre, qui aujourd'hui, en 2022, cède face à la Russie. Quand je dis d'en finir avec la guerre, rappelons-le, en 2019, c'est une guerre civile. Là, en 2022, c'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre entre deux pays. Ce n'est plus une guerre civile entre deux régions. Ainsi, on peut le dire finalement, Volodymyr Zelensky est au cœur de l'action. Ce qu'il voulait, c'est en finir avec la guerre. Et bien là, il est vraiment au moment de la confrontation. J'ai presque envie de dire que d'un côté, la fin de la guerre civile en Ukraine n'a jamais été aussi proche, puisque finalement la guerre civile s'est transformée en vraie guerre. Et à l'issue de cette vraie guerre, s'il en existe une bien sûr, la guerre civile du Donbass sera terminée. Évidemment, c'est un soulagement pour personne, parce que cette guerre-là est bien pire que la guerre civile, on va pas se mentir. Mais c'est ce qui fait avancer la situation, car rappelons-le, depuis 2014 jusqu'à 2022, il y a eu très peu d'avancées au niveau des deux camps, au niveau du Donbass. Finalement, c'est un peu le duel inévitable, puisque finalement, tu es dans une situation envenimée depuis tant d'années, et là, c'est l'occasion pour Volodymyr Zelensky de montrer qui il est vraiment, de montrer que son programme c'était bien réel et qu'il n'a pas été élu au hasard. Imaginez qu'il cède alors qu'il a été élu à 73% justement pour en finir avec cette situation. C'est pour ça que Volodymyr Zelensky tient énormément à son image finalement, parce que vraiment tout son honneur est en jeu, toute sa personnalité, tout ce qu'il est en jeu. Son programme s'applique en ce moment même. Si quand la guerre avait commencé, Volodymyr Zelensky avait fui, c'était la fin du peuple ukrainien, c'était la fin de cette solidarité qu'il avait essayé de construire lorsqu'il a été élu. Après, dès qu'il a été élu, ses choix ont divisé, ont rassemblé, à vous de voir. Mais là, c'est un peu comme le tapis au poker pour Volodymyr Zelensky, il met tout sur la table, c'est quitte ou double pour lui. Donc vraiment, ça explique déjà en très grande partie pourquoi Zelensky ne cédera jamais par rapport à ça. Tout ce qu'il a construit est en jeu dans cette guerre. Au-delà de son pays, c'est lui-même qui est en jeu. Et peut-être même la survie du peuple ukrainien, puisqu'il est le plus grand facteur de stabilité en Ukraine aujourd'hui. Du moins pour ceux qui sont côté pro-occidental. Volodymyr Zelensky a beau être tout ce qu'il est, il faut dire qu'en face de lui, il n'a pas n'importe qui. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous le présenter très sincèrement, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Pour ma part, étant né en 2001, je n'ai connu que lui au pouvoir. Si on parle d'un politicien en Russie, c'est bien Poutine. 20 ans de mandat, 20 ans qu'il est à la tête du pays. Le parcours de Vladimir Poutine, c'est tout simplement celui d'un espion du KGB en Allemagne. On appelle ça aujourd'hui le FSB, c'était les services de renseignement secrets en Russie. Quand l'URSS s'effondra, Vladimir Poutine était là. Quand la création de la Fédération de Russie a commencé, il deviendra directeur du FSB plus tard, donc l'anciennement appelé KGB. On peut penser ce qu'on veut aujourd'hui de Poutine, mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est ce qu'il a fait quand il est arrivé.
Vladimir Poutine est énormément apprécié des Russes, quoi qu'on en dise, pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé au pouvoir en 2000 alors que la Russie était en pleine crise économique. Sa cote de popularité a toujours été plus ou moins haute et les Russes l'ont toujours beaucoup apprécié et beaucoup considéré. Pour les Russes, Vladimir Poutine représente bien l'homme russe, l'homme fort, l'homme solide, le dirigeant de la Russie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il se représente beaucoup, par son charisme, par ses muscles, par sa force, par sa détermination. Vladimir Poutine est un dirigeant très respecté, tout simplement parce qu'il impressionne parfois beaucoup. Cette image d'homme fort qu'il projette au monde entier fait de lui un dirigeant respecté, mais aussi un dirigeant redouté. Je suis un peu en train de vous en mettre plein les yeux avec l'histoire de Poutine et son passé, comme quoi il est très apprécié. N'oubliez pas pour autant qu'il est fortement critiqué, notamment au sujet de son opposition politique. 20 ans de mandat, c'est pas normal, c'est pas censé être comme ça en Russie. On va dire qu'il a un peu ajusté la constitution, mais une chose est sûre, c'est que son opposition est sous-représentée, voire écartée, voire éliminée carrément. La question la plus importante qui vous vient probablement à l'esprit, pourquoi Poutine a fait ça? Pourquoi Poutine a-t-il envahi l'Ukraine? Alors qu'il était déjà aimé, alors qu'il a redressé le pays, alors qu'il est beaucoup considéré par les Russes, pourquoi a-t-il voulu ajouter une conquête militaire? Il y a diverses raisons, et très officiellement, il n'existe pas à ce jour de version officielle, ou alors ce serait avancer des choses qu'on ne sait pas encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine ne s'est jamais caché d'avoir été humilié par la fin de l'URSS. Quand l'Union soviétique s'effondre, la Fédération de Russie est bien plus petite que l'URSS, plein de nouveaux états sont nés, et pour Poutine, ça a été dur, ça a été une humiliation. Il n'a jamais caché sa fascination pour l'histoire de la Russie en général, que ce soit à l'époque des tsars, à l'époque de l'URSS, qui était une force majeure, une force qui ne cessait de s'agrandir. Intéressé par les conquêtes militaires et la gloire que cela apporte, si on résume d'un point de vue historique, il est vrai qu'on retient toujours un dirigeant qui a fait de grandes choses militairement, plutôt qu'un dirigeant qui a fait de grandes choses économiquement. Je pense que selon Vladimir Poutine, transmettre l'histoire quand on est un dirigeant c'est bien, mais l'écrire et la graver c'est encore mieux. On devient respectable en améliorant son pays, mais on devient fascinant en l'agrandissant. C'est ce que Poutine pense, et c'est une réalité historique. Poutine a aujourd'hui 69 ans. Il est dit, c'est une seconde théorie, que durant le Covid, il se serait justement énormément instruit, documenté, dans les bibliothèques, dans les livres, dans les archives de la Russie. Cette sorte de prise de culture durant le Covid lui aurait donné cette envie, cette idée de pousser la Russie plus loin, de l'agrandir. C'est qu'une théorie, et à mon avis, elle est pas totalement vraie, parce que le Donbass c'était bien avant le Covid depuis 2014, et puis même il y a déjà eu des actes en Géorgie où la Russie s'agrandissait. Je pense sincèrement de mon point de vue que Poutine a toujours plus ou moins essayé d'agrandir la Russie comme il le pouvait, de lui redonner sa gloire passée selon lui, et que c'est un enchaînement de conséquences qui aurait déclenché la guerre en 2022. Mais bon, peut-être que le Covid, que cette prise de conscience qu'il aurait eu aurait pu participer, on ne sait pas. La troisième chose, et ça c'est important de la prendre en compte, ce serait simplement la faiblesse de ses opposants. Comme vous savez, Volodymyr Zelensky est élu au pouvoir, c'est la guerre dans le Donbass, l'Ukraine est fragile, c'est une cible assez facile pour la Russie, une proie assez faible. Mais, au-delà de l'Ukraine, il y a bien sûr quelqu'un qui verse un coup d'œil sur le monde en permanence, c'est les États-Unis. Il est dit, et ça je pense que c'est vrai, à l'élection de Joe Biden, Vladimir Poutine aurait compris que son opposant serait beaucoup plus faible que le précédent, que Biden aurait plus de mal à s'imposer sur la scène internationale que l'a fait Donald Trump. Encore une fois, c'est typique du russe, un peu le rapport de force, voir un peu l'égalité de l'équilibre des forces comme on dit, hein, où les deux États pendant la guerre froide on faisait un peu le point pour savoir qui dominait l'autre, et je pense que ça a pu y participer. Donc on sort du Covid, l'économie du monde est passée en péril, un nouveau dirigeant aux États-Unis qui semble plus faible selon Vladimir Poutine encore une fois. Je pense que c'est cette succession d'événements qui a fait que spécifiquement en 2022, la guerre du Donbass s'accentue. Mais, encore une fois, n'oublions pas que c'est la situation depuis 2014. Mais si on devait trouver une raison à pourquoi 2022, je pense que tous les facteurs que je viens de vous citer sont à prendre en compte. Après, encore une fois, à vous de penser si c'est valable ou non, hein, c'est juste des théories que j'expose, il n'y a rien d'affirmatif, il n'y a rien d'officiel. Mais une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine c'est un homme déterminé, un homme qui ne recule pas et un homme qui est sûr de lui. À partir du moment où il lance l'assaut dans le Donbass et dans l'Ukraine en général, Vladimir Poutine sait exactement ce qu'il fait. Rien n'est dû au hasard, rien n'est dû à la malchance, rien n'est dû au destin. Poutine maîtrise ce qu'il fait, maîtrise ses coups. Mais, ce qu'il n'a pas maîtrisé, c'est la réponse de son adversaire en face. Ça, encore une fois, on en parle dans les autres vidéos où justement j'essaye d'analyser à l'aide de mon personnel militaire un peu les évolutions du combat et exposer ma vision des choses à ce niveau-là.
Mais quand on voit le profil de Vladimir Poutine, on comprend immédiatement pourquoi cet homme ne reculera jamais. Son charisme, il le travaille depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il s'impose sur la scène internationale. Depuis 20 ans, il est craint par le monde. Quand on voit la taille de la Russie, quand on voit la taille de l'Ukraine, imaginez Poutine reconnaître, et ça c'est inconcevable, un seul instant, que la Russie a été repoussée par l'Ukraine. C'est négatif. Vladimir Poutine ne s'en cache pas depuis le début. Il est d'accord pour une paix, mais avec les conditions de la Russie. Si les conditions de la Russie sont respectées à 100%, la paix est possible. Qu'est-ce que les conditions de la Russie ? Très bonne question, visiblement prendre beaucoup de territoire j'imagine, et je pourrais pas vous répondre officiellement là-dessus, c'est pas, on va dire, très défini tout ça. Mais encore une fois, et pour comparer aussi à Zelensky, Poutine ne peut pas reculer, c'est son image, c'est le charisme qu'il a travaillé, comme je le dis, depuis des années qui est en jeu. Si je vous dis Poutine abandonné, vous voyez bien que les deux mots sont incompatibles, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a en face un dirigeant qui est entêté, qui est déterminé. Très sincèrement, on a dit comme quoi Vladimir Poutine était malade, comme quoi il était moins soutenu par la Russie. Je pense qu'il y a peut-être du vrai là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui ont dû être dégoûtées en Russie, je parle de Vladimir Poutine pour ses actions en Ukraine. Je pense même que cette guerre l'a affaibli puisque il a vu que la Russie, certes, est redoutable, mais que la Russie peut être mise à mal puisque ça ne s'est pas passé comme prévu quoi qu'on en dise. Son opération spéciale ne s'est pas passée comme il le voulait de A à Z, et je pense que ça lui a fait un coup, on va dire, au moral. Également son image qui s'est un peu détériorée à l'international. Poutine est pris pour certains comme un homme fou, mais je pense que ça gâche un peu son image, et ça doit quand même le faire chier. C'est pour ça qu'il continuera quoi qu'il arrive en Ukraine, pour montrer qu'il arrive toujours à ses fins, que la Fédération de Russie arrive toujours à ses fins, ce n'est pas un état faible. Je pense quand même que je dois faire pas mal grincer des dents ceux qui soutiennent le plus la Russie dans cette vidéo. C'est vrai que je parle pas de l'OTAN, je garde moins cette vision géopolitique globale, j'étais très centré sur le profil de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine. Évidemment que l'OTAN a joué un gros rôle, la vocation de l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN aussi. J'en parle beaucoup moins dans cette vidéo, mais encore une fois je le fais énormément dans les autres, donc je me suis permis d'en parler un petit peu moins, mais évidemment que ça a un rôle clé dans les raisons du conflit depuis 2014. Bien, maintenant je pense qu'on peut passer à l'étape la plus importante de cette vidéo, c'est tout simplement essayer d'imaginer une conférence de paix. Vous avez bien compris qu'à travers les deux belligérants, il y a de très forts enjeux, et que s'il doit y avoir un gagnant et un perdant, ce sera très difficile. Et que si vraiment il devait y avoir un gagnant et un perdant dans cette guerre, c'est vraiment que l'un des deux a été poussé le plus à bout possible. Donc ce que je vous propose, c'est de vous transformer en, je sais pas, en membre de l'ONU et essayer d'imaginer une conférence de paix sur la carte à mes côtés. Comme vous le savez, pour qu'il y ait une conférence de paix, il faut qu'il y ait une volonté des deux de trouver un accord, ou que l'un des deux ne soit plus en mesure de combattre l'autre. C'est ce qu'on appelle une capitulation sans condition. On va pas imaginer ce cas de figure, on va imaginer que les deux sont prêts à faire une concession. Imaginons, si nous nous mettons du côté de Volodymyr Zelensky. Ce que réclamerait la Russie, c'est évident, ce serait le Donbass et la Crimée qu'il contrôle déjà. Certains d'entre vous diraient, c'est là où il y a le plus de russophones, c'est là où il y a le plus de culture, on va dire, pro-russe, c'est normal que cette région revienne à la Russie. La population y est favorable. Attention, encore une fois, dans ce genre de situation, c'est très difficile de généraliser. On ne peut pas dire que 100% de la population du Donbass est favorable à la Russie, c'est n'importe quoi. Prenez un peu l'exemple du yin-yang, je sais pas si vous voyez le signe. En gros, dans le blanc il y a du noir et dans le noir il y a du blanc. En gros, c'est pour dire que ça se mélange et que peu importe le côté, les deux côtés se mélangent, il y a un peu de tout des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le Donbass, il n'y a pas 100% de pro-ukrainiens ni 100% de pro-russes. Alors oui, il y a peut-être, on va dire, une part plus favorable de pro-russes par rapport aux autres régions, mais n'oublions pas que dans le Donbass, certains vivent et sont à 100% avec l'Ukraine. Comme peut-être, dans les régions les plus à l'ouest de l'Ukraine, certains pourraient plus soutenir les actions de la Russie ou plus soutenir le mode de vie pro-russe. Donc c'est très compliqué parce que finalement, ça se mélange beaucoup. Il y a de la parité dans tous les cas, il n'y a pas un 100% d'un côté et un 100% de l'autre. Ça n'existe pas. Donc on comprend toute la difficulté géopolitique du truc, parce que, admettons que l'Ukraine cède le Donbass pour, on va dire que la population là-bas se retrouve ses origines russes, eh ben non, certains n'y sont pas favorables, c'est abandonner le peuple ukrainien. Vous voyez ce que je veux dire ? Également, on en parlait, donner le Donbass à la Russie, c'est condamner économiquement l'Ukraine à ne jamais décoller économiquement, puisqu'ils perdront une grande part de ressources qu'ils possédaient. Donc ça sera très compliqué pour l'Ukraine de se relever de ce coup-là, sachant que la guerre a fait énormément de dégâts. Donc finalement, c'est avoir un pays détruit avec des ressources en moins. C'est très compliqué à imaginer. Et puis même, c'est l'aveu de faiblesse finalement. Pourquoi la guerre a commencé pour le Donbass ? Pourquoi elle s'arrêterait ? Parce que la Russie a eu le Donbass. C'est tout simplement l'échec de Zelensky si ça se passait comme ça. C'est ce que beaucoup reprochent à l'Ukraine, c'est justement que le pays était mal cartographié avec une population trop pro-russe qui s'est retrouvée dans l'Ukraine. C'est très compliqué. Comment définir une frontière
où 100% des habitants qui seront côté ukrainien seront pro-ukrainiens et 100% côté russe seront pro-russes. C'est presque impossible, j'ai envie de dire. On ne peut pas généraliser un territoire à ce point-là. Donc pour Zelensky, finalement, la marge de manœuvre est très très faible. La seule possibilité qui est très limite et que Poutine n'accepterait jamais, je pense, ce serait de reconnaître la Crimée russe aux yeux du droit international et de rendre le Donbass à l'Ukraine. Ça ferait que la Crimée qui est occupée depuis 2014 appartient définitivement à la Russie, en échange de quoi l'Ukraine récupère le Donbass. Mais là, pour Poutine, c'est pas équitable. Le penchant est plus du côté de Volodymyr Zelensky, puisque finalement l'Ukraine, il la possède illégalement aux yeux des droits internationaux, certes depuis 2014, mais il la possède quand même. À quoi bon une reconnaissance d'un territoire si on le contrôle déjà finalement? Puis même, le Donbass c'est le début de la guerre pour la Russie, c'est le motif de guerre. Le Donbass c'est vraiment le chat noir finalement parce que les deux côtés doivent l'avoir. Celui qui a le Donbass a la victoire finalement. C'est la région économique la plus importante et c'est la base de la guerre civile depuis 2014. Celui qui a le Donbass a la victoire, pour faire simple. Donc Poutine abandonner le Donbass alors qu'il les a reconnus indépendants avant le début de la guerre, c'est impossible. Je suis très pessimiste, hein, vraiment je dis que tout est impossible, mais il faut bien une concession et c'est pour ça que je vous montre justement que la paix, c'est pas pour vous faire mal les gars, mais ça va être très compliqué. La concession, qui peut la faire? La concession est égale reconnaître la défaite, puisque la concession en soi c'est le Donbass. Alors est-ce qu'on peut couper le Donbass en deux? Ça pourrait être une idée. Ça ferait kiff-kiff, et encore ça fait un penchant pour Poutine, puisque finalement Poutine a pris du territoire, il a avancé. L'Ukraine a reculé, elle a pas perdu tout le Donbass, mais elle en a perdu une partie certes, vous voyez. C'est un casse-tête les gars. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs votre conférence de paix ou votre solution pour apporter la paix si vous l'avez, et on verra si c'est neutre ou pas, et je laisserai les autres commentaires juger, et je regarderai aussi. Mais voyez un peu le sac de nœuds que c'est extrêmement compliqué. Perdre du territoire est égal une défaite pour l'Ukraine, ne pas prendre de territoire est égal un échec pour la Russie, puisque c'est une guerre d'agression de la part de la Russie, c'est évident. Donc vous voyez, on parle de paix, la Turquie a essayé de négocier avec l'Ukraine, la Russie pour trouver des compromis, notamment d'un point de vue agricole, pour que les pays d'Afrique ne soient pas coupés de leurs ressources. C'est bien, mais c'est une paix, on va dire, c'est des accords, c'est pas une paix pour la Russie et pour l'Ukraine. C'est des accords, on va dire, humanitaires. Et j'ai envie de dire, c'est même logique, on peut pas pénaliser le monde à ce point. Donc vous voyez, vraiment, c'était le but de cette vidéo, c'était de vous montrer à travers les profils des deux belligérants, l'enjeu qui remonte à des années en avant, et puis même les profils des deux qui montrent à quel point ils sont déterminés et à quel point leur image, leur vie est en jeu sur ce conflit. Quand on voit le profil des deux personnes et la complexité à définir un traité de paix, on n'y a pas pensé, mais si l'Ukraine capitule, redonne le Donbass, mais rejoint l'Europe, rejoint l'OTAN, est protégée pour l'avenir, c'est une défaite pour l'Ukraine aussi. Enfin vraiment, je cherche toutes les solutions, Si la Russie démilitarise l'Ukraine, que Volodymyr Zelensky est renversé, c'est une victoire de la Russie, puisque là, le gouvernement ukrainien tombe. C'est très 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 compliqué. Très sincèrement, je vois mal la Russie accepter un compromis dans lequel ils ne prendront pas un territoire. À la limite, reconnaître le Donbass comme indépendant, mais ça c'est la plus grosse défaite qu'aurait l'Ukraine. C'est donner raison à Poutine pour ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Je peux durer des heures comme ça les gars, je vais pas le faire pendant des heures, mais vraiment, votre avis m'intéresse vraiment à ce sujet. Voilà, je pense que je vous ai exposé le profil des deux personnages et la complexité à travers ça justement de trouver la paix. Mais évidemment, encore une fois, on prie pour que ça arrive, on prie pour que la guerre cesse, on ne cautionnera jamais la guerre, on ne cautionnera jamais ce qui se passe et voilà, je trouvais cette vidéo très importante à propos de ça. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, comme d'habitude je regarde ça avec un grand intérêt. Vive la paix et vive l'humanité. Allez, à bientôt les gars, merci.